Salut les amis plongeurs! Deux dates ont révolutionné la plongée sous-marine. En 1945, le commandant Cousteau co-dépose le brevet du scaphandre autonome. En 1967, Rolex dépose le brevet de la valve à hélium qui va révolutionner la capacité humaine à plonger dans les abysses. La fameuse Rolex Sea Dweller. Aujourd'hui, c'est Julien, peut-être plongeur, peut-être pas, qui va nous raconter son histoire avec sa Rolex Sea Dweller, référence 116-600. C'est parti dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Julien. Salut Xavier. Ça va? Bah ouais, très bien, merci de me recevoir. Alors plongeur, pas trop parce que j'ai des antécédents d'asthmatique, donc ça, Oh non, 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 non. ça va être un peu compliqué. Donc un asthmatique qui ne plonge pas avec une Rolex Sea Dweller. Voilà, Tu nous la montres cette belle montre? exactement, la voilà. Donc la 116-600. Est-ce que je peux l'essayer pendant que Ouais, bah bien sûr. Voilà, on la montre à tout le monde. Sea Dweller 116-600. Alors, tu sais qu'on commence par un truc simple. Un adjectif, si tu devais la résumer. Il est déjà prêt, authentique. Waouh! Ça, c'est un mec qui a bossé. Hein. À mon avis, il est un petit peu sous pression. Je ne sais pas si c'est la pression de la plongée ou quoi que ce soit. Authentique, pourquoi? Alors, C'est une référence de quelle année? alors celle-là est de 2015, donc Ouais. la Sea Dweller. Alors pourquoi authentique déjà? Pour moi, elle reprend parfaitement l'ADN non seulement de la Sea Dweller Rolex, donc de toute façon toutes les Sea On Dweller. a le même poignet, Julien, c'est bah. pas mal. Hein. Ouais, c'est une idée. Tu trouves qu'elle me va bien? Allez, je te perturbe. Authentique. Non, mais elle va à tout le monde. Et effectivement, elle est authentique parce qu'elle reprend toute l'ADN Rolex déjà des Sea Dweller de base. Donc, c'est-à-dire pour moi, vraiment, c'est une vraie tool watch de chez Rolex, même si on est sur du moderne avec lunettes en céramique. Et pour moi, c'est très rare parce que malgré tout, même si j'aime beaucoup la production Rolex actuelle, c'est la seule qui, pour moi, a vraiment un lien très puissant avec les modèles de base qui étaient en acier. De toute façon, en fait, c'est grosso modo quasiment strictement la même que sa petite sœur, donc la 16-600 qui est elle par contre en lunettes acier, et c'est ça qui me plaisait. Mais par contre pour autant… Même taille? Ouais, même taille, 40 mm. Ouais, c'est ça. Et puis celle-ci est spéciale dans la production Rolex de toute façon, puisque déjà, alors là je dis peut-être une bêtise, mais normalement toutes Sea Dweller confondues, c'est la Sea Dweller la moins produite en termes d'années, puisqu'elle a été produite, alors ça varie un petit peu, mais normalement c'est de 2014 jusqu'à grosso modo mi-2016. Tu es en train de dire que c'est presque un collector parce qu'elle a été peu produite, et tu dis ça parce que depuis, ou même peut-être au même moment, hein, les spécialistes Rolex, je sais que vous êtes là, vous nous direz en commentaire, il y a une Sea Dweller qui est sortie avec la loupe, hein, avec le cyclope, mais qui est plus grosse. Donc quand tu dis en fait elle est authentique, c'est-à-dire qu'elle a la même taille, 40 mm, une date mais sans la loupe ou le cyclope, ouais. C'est ça. Et que la seule différence finalement c'est la céramique sur la lunette par rapport à une lunette en acier. C'est ça. C'est ça. Alors il y a à voir, mais évidemment le boîtier n'est pas le même que le boîtier de la 16-600 qui était celle juste avant, donc la dernière Sea Dweller à lunettes acier. Mais disons que globalement, alors déjà il faut savoir une chose déjà qui est super, c'est que cette Sea Dweller, le boîtier n'est pas le boîtier des GMT et Submariner actuels. Donc c'est pas un boîtier partagé, c'est vraiment un boîtier unique. En quoi il est unique? Et ben en fait, au niveau des cornes, de l'épaisseur du boîtier, les Submariner sont beaucoup plus carrés. Ce n'est pas le même boîtier, c'est un boîtier vraiment qui a été conçu spécialement pour cette référence-là. Est-ce que je pourrais dire que quand je regarde les cordes, là, on est entre une 16-610, une Submariner donc, avec des cornes assez fines, et une 116-610 de la dernière Submariner qui est justement très très carénée, que moi j'ai un petit peu de mal parce que c'est un peu la course au culturisme. Là, c'est assez fin. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça en fait que je l'aime, c'est que c'est vraiment pour moi le parfait équilibre entre modernisme et justement voilà, les anciennes Rolex, après les vintage et ainsi de suite. Mais sans me tromper, je ne suis pas un grand spécialiste, j'aime bien voir les différences, etc. Mais d'autres sont bien plus pointus que moi, et moi ça m'intéresse peu en fait toutes ces différences. Mais là, tu as quand même le cadran dit Maxi-Dial, hein, avec les index horaires qui sont assez gros, enfin qui sont plus gros que la 16-600 ou la 16-610 en Submariner.
Elle est plus épaisse qu'une Submariner? Ouais, elle est plus épaisse. Alors, au niveau de l'épaisseur, honnêtement, hein, je n'ai pas bachoté à ce point-là au niveau des Tu n'as caractéristiques. pas mesuré. Mais, par contre, ce qui est sûr, c'est que du coup, le fond, il y a la petite gravure, donc la fameuse gravure du Sea Dweller. Alors, la gravure exacte, je ne me rappelle plus, mais il y a une gravure et le fond est beaucoup plus bombé que sur une Submariner, donc elle est moins plate. Mais par contre, c'est vrai que c'est sympa parce qu'en été, du coup, la montre finalement repose sur son fond en fait, qui est un petit peu comme ça, arrondi, quoi. On voit Donc bien c'est très confortable finalement. On voit bien la référence à Original Gas Escape Valve, donc la fameuse valve à hélium. Parle-nous un petit peu du bracelet. Donc là, tu as les, me semble-t-il, les deux fonctionnalités. Pas toutes. Pas toutes? Pas sur ça. Alors, enfin, je l'ai à la maison puisque j'ai le full set absolument complet, mais j'ai fait retirer en boutique Rolex lors de l'ajustement du boîtier. J'ai fait retirer Du bracelet, tu veux dire? Oui, le bracelet, pardon. Oui. J'ai fait retirer le maillon extensible puisque normalement, donc celle-là, en soi, le bracelet, c'est disponible bien sûr. Il y a le réglage ici qu'on peut faire même maintenant, donc de quelques. Attends, c'est le glide lock ou le flip lock que tu as enlevé? C'est le réglage fin ou c'est l'ouverture? J'ai enlevé normalement le flip lock, qui est effectivement le gros maillon qui permet de mettre sur une combinaison de plongée, mais vraiment le gros maillon qui fait gagner quand même une grosse taille. Comme tu fais pas de plongée, tu n'en avais pas besoin. Ouais, c'est ça. Et puis même en fait, alors bon, effectivement, quand on fait de la plongée, j'imagine que ça va être pratique, mais honnêtement, quand on se renseigne un petit peu, ouais, globalement, tous les gens qui portent ça de manière un peu casuale, c'est-à-dire sans faire de plongée, l'enlèvent parce que finalement, ça fait, parce que finalement, le bracelet est assez articulé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un bracelet Oyster de base. Le fait d'avoir un gros maillon comme ça fait que on a tout le bracelet bien articulé, puis un gros maillon comme ça droit. Ça gêne un peu? Moi, ça me gênait par rapport au réglage qui est nécessaire pour mon poignet. Effectivement, c'était le mauvais compromis, quoi. Ça faisait trop grand, donc c'était pas Tu l'as top. enlevé. Ok. Je l'ai fait enlever. Pourquoi? Alors, donc authentique, on a bien compris. Donc dans l'histoire des références, c'est, on va dire, la dernière qui fondamentalement ressemble à celle d'origine, qui était au départ d'ailleurs des Submariners sur lequel on rajoutait des valves à hélium, 5513 devenu 5514, dites-moi si je me trompe. Mais pourquoi une Submariner? Sea Dweller du coup. Pourquoi une Sea Dweller? Alors Sea Dweller parce que pour moi, alors déjà au niveau des possibilités budgétaires, les dernières Submariner m'intéressaient énormément à la base. Quand je suis arrivé on en parlera plus tard, mais quand je suis arrivé au stade où je voulais me procurer justement une Rolex, donc déjà je voulais absolument une professionnelle, donc tout ce qui était Datejust, etc. m'intéressait beaucoup moins. Et donc forcément on a la possibilité de la Submariner. Mais la Submariner, c'est vrai que c'est une montre qui est ultra répandue et les vintage qui sont à mon goût très plaisants, forcément, déjà en tant que premier Rolex, c'est très risqué parce qu'on peut vite se faire avoir avec des montres trafiquées, etc. Et moi, comme je suis très attaché à l'authenticité de la montre, c'est-à-dire que j'aime bien quand… Alors, j'ai peut-être pas le full set sur des gros vintage, bon, avoir le full set c'est quand même assez rare, mais j'aime bien tout avoir en fait. Et j'aime bien que tout soit d'origine en fait. Ça me gêne pas que la montre soit un peu… Tu l'as acheté neuve ou d'occasion alors? D'occasion. J'étais pas là en 2015 à l'acheter, mais par contre je l'ai acheté d'occasion, mais dans un état qui était franchement… c'était pas comme ils disent sur les sites de revente d'occasion, NOS, New Old Stock. Là, c'était une occasion, mais qui était franchement en état. C'était un professionnel ou un particulier? Un professionnel. Le professionnel, mais qui était probablement, puisque c'est à mon habitude de classer comme ça sur les sites, ça devait être probablement un des moins chers en fait, puisque je pense je sais pas si on peut les nommer, les sites. Tu cites qui tu veux. Mais sur Chrono 24, tu peux même nous dire chez qui tu l'as acheté, il n'y a pas de problème. Complètement, oui. Je l'ai acheté à un revendeur barcelonais. Ça ne me gêne pas de lui faire de la pub parce que franchement, super expérience. Et c'est AP Watches, donc AP et puis le mot montre en anglais. Et donc c'est un revendeur situé sur Barcelone qui a pignon sur rue en fait et qui vend des montres et donc super service. Donc j'ai même eu une… T'es allé sur place? Pas du tout. Donc ça veut dire que tu l'as acheté via Chrono 24 à un reseller espagnol et tu l'as acheté en ligne? Sur photo, ouais. Il est courageux. Et quand même, Non, mais c'est ce tu que fais je pas, fais tu fais pas de plongée, tu prends pas de risque, mais là, acheter une montre comme ça sans l'avoir, why not? Why not? Remarque sur un modèle. C'est ça. Sur récent. Après. Il y a l'état de la montre en elle-même, mais bon, c'était une montre qui était très très récente. C'était pas un modèle pré-2010 et encore déjà 2011-2012, ça commence à faire un peu vieux.
la montre peut avoir subi des dommages, mais là, surtout, moi, je me fie énormément à tout ce qui est voilà, référencement du vendeur. Donc il avait bonne presse. Ah oui, très bonne presse. Donc tu l'as acheté d'occasion. Ok, on a compris que c'était une Rolex que tu veux acheter, mais pourquoi qu'est-ce qui t'a fait passer? Tu sais, tu as dit je veux une Rolex, une professionnelle, mais pourquoi une Seedwaller? Eh bien parce que c'était pour moi, après mes recherches, le parfait équilibre entre différences. Donc c'était pas une Submariner que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, de toute façon, quand on va chez n'importe quel AD, ah monsieur, vous avez une très belle sub. Et ben non, en fait, c'est une Seedwaller. Donc c'est vrai que moi, ce qui me plaît, c'est que c'est quand même relativement différent. C'est pas rassurant sur les AD. Hein. Déjà, on ne sait pas trop comment ils nous accueillent. Et puis là. Ouais, ça c'est un autre sujet. Il y a de quoi parler. Mais autour de toi, les gens reconnaissent que c'est une Rolex ou pas? Et est-ce qu'ils reconnaissent que ce n'est pas une Submariner? Alors, des gens qui sont un minimum dans les montres et l'horlogerie, ils vont pas, voilà, tout de suite, quelqu'un qui n'est pas particulièrement intéressé par l'horlogerie, il va pas se dire ah c'est une Rolex. Par contre, en général, il va vite se rendre compte, s'il insiste un tout petit peu, qu'effectivement ça brille quand même un peu, hein, donc céramique et compagnie. Et ensuite, automatiquement, on a quand même la Submariner, c'est quand même voilà la montre. Enfin, je veux dire au niveau des. Mais donc ça veut dire que tu prends une Seedwaller un peu de façon plus exclusive dans le sens peu fabriqué, il y en a moins, mais finalement les regards autour de toi, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que finalement ils y voient, s'ils y voient quelque chose, ils y voient une Rolex Submariner probablement. Exactement. C'est ça. Parce que quand tu la regardes comme ça, si tu passes très très vite, et ça je trouve que c'est un impact du Maxi Dial, si tu prends une 114-060, c'est-à-dire une Submariner no date, l'index à 3 heures de la date, il est grosso modo aussi gros que la date sur une Seedwaller. Donc la seule différence, c'est en fait la lunette qui est graduée avec toutes les minutes. Quoi, hein. Exactement. Ouais, mais là, on est. Moralité, toi, tu es extrêmement satisfait et heureux de cette Seedwaller. Ah mais c'est l'équilibre parfait. Moi j'aime toutes les montres, enfin en général bien sûr j'ai des goûts qui varient, mais j'aime toutes les montres, j'aime l'horlogerie, mais pour moi dans une utilisation que j'en fais, c'est-à-dire une utilisation absolument quotidienne. Donc celle-là tu la mets tous les jours? Ah quasiment. Okay. Et puis dans n'importe quel, bien évidemment, si je vais faire, je sais pas, un truc qui peut faire en sorte que la montre soit, prenne des chocs ou quoi, je la mets pas, mais je la mets tous les jours. Et pour moi, Rolex moderne, donc résistante, fiable. Le calibre c'est un 31-35, donc je pense que depuis les années, il a été fiabilisé, refiabilisé. Donc pour moi, c'est l'équilibre parfait. Et en plus, j'ai cette touche là qui fait que non, monsieur, ce n'est pas une Submariner, c'est une Seedwaller. C'est un plaisir personnel. Mais donc ça veut dire que tu as l'un des emblèmes, si ce n'est l'emblème d'une belle montre fiable, robuste, qui a un ADN dans les grandes conquêtes humaines qui est importante. Hein. Là, on est vraiment dans la plongée sous-marine, les abysses. Mais pour autant, tu as quand même envie de te différencier. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas pour revendiquer quoi que ce soit ou dire regardez, j'ai une Rolex. C'est vraiment personnel. C'est de me dire que contrairement à d'autres références qui sont pour moi beaucoup plus bling-bling et moins connectées à l'ADN Rolex, et celle-là, j'ai une Rolex moderne, donc toute la fiabilité qui s'ensuit, et effectivement, c'est toujours agréable, c'est vrai que c'est quand même c'est un bel objet, quoi. Mais en plus de ça, le fait que ce soit une Seedwaller, ça se remet, ok, moderne, mais on est quand même très en lien avec l'ADN Rolex. Combien tu l'as payé, si c'est pas indiscret? Oh non, il n'y a pas de problème. Cette référence-là, je l'ai eue à 10 850 €. Au total, livraison. D'accord, donc c'est un modèle qui est sorti du catalogue maintenant. Puisque maintenant il y a la 216-600 qui est en 43 mm, Seedwaller en rouge avec le cyclope. Qu'est-ce que tu en penses toi est-ce que tu cries au scandale une Seedwaller avec un cyclope, quelle honte? Alors peut-être pas au scandale, mais moi honnêtement j'en suis même à un niveau, je passe pas mes journées à cracher dessus ou quoi que ce soit, mais ça m'intéresse tellement peu que par exemple les références, je les connais absolument pas, donc sur ce point-là, je te fais confiance. Mais tout ce qui va être Deep Sea, alors et encore Deep Sea, il y a quand même une histoire derrière, donc pourquoi pas. Mais la Seedwaller en 43 avec le cyclope, pour moi, en tout cas, c'est impossible que j'achète ça un jour, par exemple, ou que ça m'intéresse, quoi. D'accord. Je trouve ça beaucoup trop papa. Moi, je trouve que c'est super réussi. Hein. Je sais pas que je te contredis, mais, j'apporte un avis intéressant. Puis c'est un petit peu pour vous chauffer là, les fans de Rolex. Maintenant, la gamme, c'est Submariner 40 mm, qui a évolué certes, qui est un petit peu plus costaud. Seedwaller 43 avec un cyclope
pour qu'on puisse mieux voir la date. Et puis on a la Deep-C qui est là pour le coup beaucoup plus épaisse et qui est plus grande en 44 mm. Pour moi, ça donne une gamme de plongeuses qui est beaucoup plus homogène. Oui. Ce qui me surprend, moi, dans la Sea Dweller depuis toujours, mais pourquoi il y a la date? Pourquoi il y a la date? Je suis d'accord. Les premières montres à valve à hélium, c'était des 55-13, donc des submariners, il n'y avait pas de date. Qu'est-ce que vient faire la date? Si vous trouvez des infos sur le sujet, les amis, mettez-les-moi en commentaire. Après, c'est peut-être une nécessité au niveau de la simplicité, quoi. Peut-être d'adapter un boîtier existant. Non, au départ, je suis c'était des d'accord. 55-13, il n'y avait pas de date. Mais peut-être le fait de se baser après sur d'autres sea dwellers qui ont des références, je sais pas, je n'ai même pas les références en tête, mais admettons baser la 1665 qui est, je sais pas, admettons, je dis peut-être une grosse bêtise, mais j'imagine dérivée de la 1680. Non, mais la 1680 avait une loupe. Non, c'est une référence submariner, ça. Mais oui. Quel est l'intérêt? Alors que, pour moi, j'ai un petit peu de mal, je vous le dis très honnêtement, avec la Sea Dweller. Pour moi, elle n'a de sens, cette montre, qu'en montre réellement de dotation professionnelle, donc COMEX. D'accord? Quel est l'intérêt pour un plongeur professionnel qui prend des risques, qui va sur des plateformes offshore? La COMEX, c'est 10 000 fois plus grand que sa relation avec Rolex. Ça a été des numéro 1 mondial dans le domaine de parapétrolier et ça a accompagné l'industrie chimique, pétrolière, gazière dans le monde entier. Je veux dire, le deal avec Rolex, c'était un petit truc lambda, mais qui est énorme pour Rolex. Je ne comprends pas pourquoi il y a une date dessus. Ça a pour moi pas de sens, c'est une complication additionnelle dans une montre. Alors justement, ce dont ont besoin des plongeurs pros, c'est d'avoir en fait juste ce qu'il faut, parce qu'ils prennent des risques pour leur vie, justement avec un accident de décompression. Qu'est-ce que tu penses justement à ce sujet-là, pour terminer sur la Sea Dweller, qu'est-ce que tu penses un peu de l'explosion des tarifs? Là, je ne parle pas des neuves qui ne sont pas disponibles, ça c'est proche du scandale ou de la débilité, je ne comprends pas comment Rolex peut traiter ses clients comme ça. Mais qu'est-ce que tu penses de l'explosion des tarifs, que ce soit sur des modèles assez récents, on va les qualifier d'occasion seulement, et ceux qui sont plutôt vintage, c'est-à-dire beaucoup plus anciens, qui sont aussi d'occasion, où là, c'est le délire en termes de prix. Qu'est-ce que tu en penses? Quel regard tu as? Alors, sur le vintage, d'abord, j'ai un regard qui est assez… récemment, j'ai changé de regard justement par rapport à ça. Et en fait, effectivement, comme je m'informe un petit peu à droite, à gauche, même sur YouTube d'ailleurs, sur le YouTube un petit peu anglophone du monde de l'horlogerie, et c'est vrai qu'il y avait une personne qui a mis en lumière un argument parfaitement logique, mais qui va être rejeté, je pense, par l'immense majorité des fans de Rolex, c'est que foncièrement, par exemple, une 1675, qui va être revendue, comme on l'a vu récemment. Donc une GMT par Master. exemple, mais c'est valable pour absolument, je pense, mais même sans aucune exception, tous les vrais vintage Rolex. Si vous voulez en savoir plus sur la GMT Master 1675, regardez, il y a un épisode de Petite Montre entre amis avec Gilles qui est absolument passionnant, qui nous raconte un peu 50 ans de journalisme sportif avec cette montre au poignet. Oui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et donc, par exemple, cette montre-là, qui va valoir, je sais pas, pour les plus belles versions, sans problème, plus de 20 000 €, pour les plus beaux modèles, les plus belles patines. Mais quand on regarde bien la qualité du produit et finalement ce que c'est comme montre en termes de qualité finale du produit qu'on reçoit, en fait, c'est absolument déconnecté de la réalité en fait. Alors, je ne partage pas ton avis là, sur l'anglo-saxon. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, moi, le bon cadran, les bonnes aiguilles, enfin bref, je pense que moi, ça ne m'intéresse pas. Ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion qu'il y a avec une montre ancienne. Qu'est-ce qu'elle a signifié, cette montre, dans l'histoire horlogère? Qu'est-ce qu'elle a signifié pour la personne qui l'a? Quelle histoire elle raconte? Évidemment, si on revient sur des affaires de qualité, on est toujours sur l'histoire. Oui, mais alors l'acier Rolex, il est mieux que l'autre, il est truc. Au final, ça change quoi? Tu as une Sea Dweller, tu ne fais pas de plongée, tu as une valve à hélium qui sert absolument à rien. Et si on va jusqu'au bout, mais alors vraiment pour vous provoquer, les amis, ça ne fait que donner l'heure. Et si petite montre entre amis, ça existe, c'est justement pour sortir de ça. Non, ce qui moi me paraît plus problématique, c'est que il y a fin novembre. Il y avait une vente chez Agut, une des maisons de vente aux enchères les plus connues sur la région parisienne. Il y avait une 55-13 avec valve à hélium, donc une 55-14, si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça la connexion entre les deux, estimée entre 80 et 100 000 €. D'accord? Estimée par Didier Gage, qui n'est pas le dernier venu sur le sujet. D'accord? Elle n'est pas partie. Il y en a une autre dans quelques jours, chez Arcurial à Monaco, qui est aussi une montre de dotation, numéro 883,
d'un plongeur salarié pendant des années qui a fait des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de plongées avec, qui est estimé entre 80 et 100 000. Je suis un peu gêné sur cette vente-là parce que le gars, il vend toute son histoire, il vend toute sa montre, mais à un moment ou un autre, ok, dans le prix d'une montre vintage, si tu achètes une montre qui a vécu énormément de choses, comme une vieille bagnole, voilà, elle a appartenu à quelqu'un de connu, elle a un palmarès en course, dans ce cas-là, tu peux te dire, mais j'achète beaucoup plus qu'un objet qui a vieilli, qui a patiné, etc. Donc je serais curieux de voir le résultat de cette vente, puisque chez Agut, une montre qui n'a pas de pédigré en 80 et 100 000, elle n'est pas partie. Là, on est à 80 et 100 000 chez Arcurial, avec une histoire absolument passionnante d'un plongeur qu'il a utilisé. Puisqu'on parle d'histoire, c'est parti pour la rubrique Souvenirs. Alors Julien, t'es quel âge tu as d'ailleurs? 20 ans. Bah, t'es tout jeune, t'as 20 ans déjà une Rolex. Ouais, non, mais T'as réussi ta vie déjà, c'est bon hein. Avant 40 ans, c'est bon, je peux la vendre, c'est fini. Est-ce que tu te souviens de ta première montre? Absolument. Alors, la première, alors le problème c'est que j'ai un doute sur l'ordre, mais une des premières, c'est sans aucun doute une Casio avec un bracelet. Alors bracelet qui va être d'ailleurs fusionné à la montre, hein, j'ai un vague souvenir, mais une montre avec finalement c'est pas vraiment la lunette, mais disons que le réo plus la lunette, hein, c'est un truc un peu spécial en plastique de chez Casio. Hein. Mais, à cristaux liquides ou à aiguille? À aiguille. Quartz à aiguille. Quartz à aiguille, donc pas une G-Shock. J'ai eu après ça. T'as eu après? Ouais. Et d'ailleurs, une petite histoire qui vaut le détour quand même par rapport à ça. Oui, raconte-nous. Et donc, finalement, la première, donc voilà, une Casio comme ça, mais très rapidement. Tu l'as encore cette montre? Non. Je pense que je l'ai. Je pense pas qu'elle a dû être jetée, mais alors où elle est? Mais elle doit traîner au fond d'un tiroir. Honnêtement, c'est peut-être triste et je pense que c'est possible que je le regrette plus tard. Mais alors, à l'heure actuelle, j'ai aucune nostalgie particulière, mais par contre. Une Casio avec un réo, donc assez massif un peu alors. Non, c'était pas forcément grand, mais quand je parle de réo, c'est vraiment la partie qui fait la liaison entre finalement le cadran et puis la lunette, quoi. Hein. Mais j'ai vraiment un vague souvenir de la montre. Hein. Mais pour autant, il me semble que c'était une montre à aiguille, ouais, tout à fait. D'accord, et la deuxième? Et la seconde, il s'agissait donc. Alors après, j'ai eu une Casio, les fameuses Casio, cette fois digitales. Une G-Shock? Non, pas encore une G-Shock, une Casio digitale, dans un format un peu carré en plus, mais elle est super connue, quoi. C'est un truc qu'un peu tout le monde a avec un bracelet acier. Ouais, un bracelet acier. Donc, qui ressemble un peu au Casio ou au Seiko ou au Texas Instruments de l'époque. Ouais, qui font souvent. Ouais, c'est ça. La classique un peu carré avec un bracelet, enfin couleur dorée la montre, hein, mais un truc qu'un peu tout le monde a encore, même qui est revenu il n'y a pas quelques temps à la mode. Non, mais avec le retour du vintage. Ouais. Et puis ensuite, j'ai eu une G-Shock. Et cette G-Shock là, donc moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma mère, mon père s'occupait pas de ça, mais ma mère en fait refusait de m'acheter un truc comme ça. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup de choses et les belles choses en fait. Et du coup, moi, je suis arrivé, je fais les G-Shock, c'est super. La montre, elle est super résistante. Enfin, je trouve qu'il y a une histoire sympa derrière la montre, quoi, la G-Shock. Et donc, je regarde les G-Shock et effectivement, même encore à l'heure actuelle, les plus grosses G-Shock, ça tape quand même relativement fort. Et donc, j'en trouve une et puis j'en vois des beaux modèles. Bon, forcément, en général, les plus belles sont les plus chères. Bah oui. Pas tout le temps, hein, mais en général. C'est souvent le cas. Et donc, je tombe sur une montre, et puis je vois un truc où on arrive à se mettre d'accord avec ma mère, puisqu'en fait, le problème, c'est que la Casio, bien évidemment, à un moment, je la porte, super sympa, et puis quelques années plus tard, c'est une Casio, elle est rouge, c'est du plastique, quoi. Et à chaque fois, ainsi de suite. Et donc, j'arrive sur cette montre-là, j'en trouve une, on se met d'accord, je l'achète, et je reçois une montre. Donc, je dis, la montre, c'est marrant quand même, ça paraît différent de ce que j'ai acheté. J'ouvre la montre, et effectivement, une montre différente. Et moi, j'avais dû acheter, alors le site, je l'ai plus, si, je crois que je l'ai en tête en plus, mais... je l'ai plus, c'est parti, tant pis. Mais j'ouvre la boîte et j'avais acheté une montre globalement qui était située entre 100 et 250 euros. Ça devait être 170 euros, 180 euros. Et en fait, je m'en renseigne et je vois que les mecs se sont trompés, qui m'envoient une montre à 550 euros. Alors à l'époque, je devais avoir 12-13 ans, quoi. Donc c'est. Non, mais c'est un truc. Et je reçois la montre et alors là, j'ai été super content. Je vais être honnête, je ne l'ai pas renvoyée, je l'ai gardée. Je préfère le dire. Et ouais, super montre que j'ai revendue après. Et d'ailleurs, j'ai une G-Shock et j'ai réussi à la revendre plus tard après sur Chrono 24, carrément un polonais. Alors je trouve ça assez fort maintenant avec le recul que j'ai, d'avoir réussi à vendre une G-Shock sur Chrono 24, je trouve ça marrant. Et puis non, super montre aussi, très agréable. Les G-Shock, alors je me trompe peut-être, c'est un peu aussi pour animer, mais ça peut être une G-Shock, une Sunto, il y a d'autres montres. Globalement, les militaires n'ont plus de montres de dotation, hein, c'est fini plus belle lurette. Donc fut un temps, la Marine nationale, l'armée, la gendarmerie,
Il y avait des Rolex Submariner, Ouais, puis il y a eu Tudor aussi, la Submariner, Tudor Marine etc. nationale. Puis maintenant, ils sont équipés avec des G-Shock. Mm. Est-ce que tu ne crois pas que cette G-Shock est en fait aussi une montre de baroudeur un peu super solide, résistante, etc. C'est pas ce qui t'a amené à cette Seedweller qui justement est robuste, fiable. Tu penses qu'il y a un lien Il y a ou pas de ça parce que, alors bon là c'est pas de moi et je vais peut-être chercher un peu loin au goût de certains, mais par exemple dans une des interviews de Richard Mille, bon alors, on en pense ce qu'on veut, c'est pas le sujet, mais il disait que pour lui ces montres en fait ce sont des vrais compagnons de vie finalement. Et moi c'est quelque chose que j'ai toujours cherché, c'est l'idée que la montre puisse m'accompagner peu importe le moment etc. et que ça puisse être fiable, que je puisse avoir l'information sur la date, l'heure, peu importe les circonstances, c'est quelque chose que je recherche quoi qu'il arrive en fait. Et c'est pour ça que le vintage aussi, ça me fait peut-être un peu peur. Puis déjà, après, il faut quand même une certaine expérience. Hein. On ne peut pas arriver là-dedans, super. Mais attends, le vintage, pour toi, les montres vintage, ça démarre quand une montre vintage? Pour moi, vintage, Bah, tu sais que ça veut tout dire et rien dire. ouais, c'est ça le problème. Mais C'est des montres de 1950? pour moi, dans mon goût personnel, c'est une montre pré-1990. Pour moi, c'est là que j'ai vraiment l'idée du vintage qui commence. En dessous de 90. Donc à peu de choses près, 10 ans avant ta naissance. C'est ça. Donc ça faut que ça ait plus de 30 ans pour toi. Pour moi, oui. D'accord. Ok, mais pour moi c'est différent. Oui, bien sûr. Tu vois, donc en fait, qu'est-ce qu'on met dans le vintage? Moi, dans le vintage, c'est beaucoup plus ancien. Mais ce qui m'intéresse dans le vintage, c'est les années 70. Tu vois, c'est une période qui a longtemps été critiquée. On est au début du quartz, à moitié dans le quartz, avec des trucs pas forcément réussis. Tu regardes dans l'histoire horlogère, les quelques montres dites iconiques, il y en a quand même un paquet qui ont été créées dans les années 70. Alors justement, puisqu'on parle un peu de connaissances, etc., on va attaquer le célèbre quiz. Alors, Julien, je t'ai senti un petit peu tendu là. Ça me ferait mal quand on était en train d'installer le matériel, etc. Tu connais le règlement, il n'y en a pas, c'est pour ça que tu le connais. 2 questions simples. J'espère. Voilà. Et dernièrement, j'ai quand même eu des gens qui ont gagné 2-0, donc je te mets un petit peu de pression sur le sujet. Alors c'est parti, première question. Cherchez l'intrus parmi ces montres avec valve à hélium. Réponse A, la Doxa Sub 300 Conquistador. Réponse B, Ball Deep Quest. Réponse C, Omega Seamaster 300. Roulement de tambour. Alors, la Seamaster 300, on a une qui est située à 11h. La Ça dépend de quelle année. Oui. Si on prend la Seamaster 300, oui, qui est sortie effectivement, en les 57, premières. Bien. C'est vrai. Je suis déjà en train de t'aider là. Hein. Alors, mais la Doxa ou la Ball Deep Non, Quest? la Ball, je pense qu'ils en ont. Ça, je vois parfaitement ça dans l'esprit. Je dirais que c'est la Doxa. La Je me Doxa? trompe peut-être, mais ouais, pour moi. Ah c'est oui, la bah Doxa. tu te trompes. C'est vrai. Eh oui, Doxa, marque horlogère qui a plus de 130 ans, qui a été partenaire de Rolex sur le sujet au tout début, dans la fin des années 60, et c'est au final Rolex qui a déposé le brevet, mais Doxa a travaillé sur le sujet, notamment avec les équipes du commandant Cousteau. Donc c'est pas la Doxa, Ball Deep Quest, c'est une marque récente, mais qui a une valve à hélium, et la Seamaster 300, sortie en 1957, à l'époque, n'en avait pas. Seamaster 300 qui est sorti au même moment que la Railmaster et l'Omega Speedmaster. Écoute, cher Julien, bon, c'était un peu ambigu parce qu'il y avait une affaire de date, mais je mène quand même un 0. C'est réglo. Donc il faut que tu muscles ton jeu, Julien, sur cette deuxième question. Alors, en quelle année Rolex a-t-elle lancé la loupe sur la date, le fameux cyclope? Réponse A, en 1945. Réponse B, en 1953. Réponse C, en 1971. 45, 53, 71. Je pense pas que ce soit 71, c'est trop tard. 71, c'est le partenariat de la Comex, là, donc il y avait déjà eu des dates. Avec, des Là, c'est la loupe. Ouais, c'est ça. Peu importe les modèles. Ah, peu importe. Hein. Donc, tu prends pas 1971. Non, Alors, non, mais je cherche pas de l'aide, c'est vraiment Oui, mais je ne t'aide pas. Parce que 53, c'est la première sub, si je dis pas de bêtises. Mais. 1945. Tu veux qu'on. Non, mais. Je regarde la trotteuse. T'as 5 secondes sur ta Seedweller pour me Je répondre. dirais. 4, 45. 2.
1945. Et non, oh là là C'était là là, 53. Julien, c'était 1953. 1945, c'est le lancement de la Air King. 1971, partenariat avec la Comex, certes, mais lancement c'est de la Explorer 2. 1953. Typiquement le genre de date que je retiens pas hein, d'ailleurs. Oui, mais, Oui, non, mais c'est intéressant c'est- parce ouais, que tout à l'heure, complètement, quand on parlait de qu'est-ce qui peut faire que tu aies une Rolex parce que tu as envie de cette marque, mais pas forcément qu'on la reconnaisse, je pense que La l'attribut loupe, le plus ouais. reconnaissable d'une Rolex, c'est la loupe. 1953, c'était en acrylique, il y avait 2 raisons à ça. C'est passionnant d'ailleurs comme histoire. Ça a été breveté, d'accord. Et l'objectif était d'améliorer la lecture de la date, mais aussi en brevetant les choses, de se différencier par la concurrence. Donc c'était déjà une époque extrêmement tendue entre acteurs sur le marché. Et Rolex avait averti via un communiqué de presse, voilà ce qu'on sort, attention, c'est déposé, ne venez pas sur ce territoire. Et figure-toi qu'un brevet, ça dure 20 ans. Et donc, forcément, après, tu as d'autres marques qui s'y sont mis. Et oui. Sur le sujet, écoute, j'ai envie de te dire, c'est pas mal, tu as essayé de raisonner, etc. Mais c'est une belle défaite Non, mais ouais. 2-0, mon cher Julien. Alors, C'était on un enchaîne petit sur la dernière partie de cet épisode. Bon, tu as 20 ans, tu es tout jeune, tu as une belle Sea Dweller. Tu es passionné d'horlogerie, hein. Tu me disais même en préparant cette émission que tu voulais essayer de travailler dans le domaine. Ouais. Qu'est-ce qui te gratouille là? Il y a un modèle, il y a une future acquisition. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui te fait rêver? Alors moi, ce qui me fait rêver, ce qui me fait vraiment rêver, c'est tout ce qui va être FP Journe, Laurent Ferrier. Ouais. Là, on est dans la très très haute horlogerie. Là, c'est pas pour tout de suite. Je te le souhaite, mais plutôt la prochaine où voilà, pour nous parler un peu du style que tu recherches et qui va être accessible. Hein. Journe et Ferrier, c'est très cher. Ouais. Ce qui est plus en adéquation avec la Sea Dweller. Alors déjà, il faut savoir que s'il y a une prochaine, ce sera au détriment forcément de l'actuelle, donc de la Sea Dweller. Au détriment, c'est-à-dire tu vas vendre celle-là? Ouais, complètement. Ah, pas le choix, oui. Si je dois changer, c'est obligatoire. Mais c'est vrai que j'ai très longuement, et je regarde toujours, les 1675, 16750, donc GMT. Mais tu resterais chez Rolex? Mais l'avantage de Rolex, surtout à mon âge, c'est que ça évite de, grosso modo, faire n'importe quoi. C'est que, bon, avec ça, hormis si je la casse ou que je me fais braquer, faut dire les choses, théoriquement, je peux quasiment pas perdre d'argent, quoi. Et au contraire, la cote ne cesse d'augmenter. Enfin, c'est là un peu la magie Rolex. Bon, pas sur tous les modèles, mais... Ouais, mais qu'est-ce que... Donc en fait, celle-là, tu la vendrais, tu en achèterais une autre, et l'un de tes juges de paix, c'est de ne pas perdre de fric. C'est une obligation, finalement. Parce que c'est une obligation. Ok, Par si rapport- tu la vends pour en financer une autre, mais pourquoi tu prendrais pas, je sais pas moi, une Omega, Oui, voilà. une Hamilton, une Longines, une Jaeger-LeCoultre, tu vois? J'aimerais comprendre, qu'est-ce que la notion de ne pas perdre d'argent vient faire là-dedans? Alors moi, le souci, c'est que c'est toujours une nécessité. Enfin, globalement, c'est vrai que cette montre-là représente, grosso modo, puisque c'est plus subtil que ça, mais un peu tout mon patrimoine accumulé depuis 20 ans. On peut résumer ça comme ça. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que même après, si admettons, cette somme d'argent-là doit rester dans des montres, je trouve ça dommage. Admettons, je la vends et je décide, je sais pas, d'aller dans une boutique, je dis un nom, mais complètement au hasard, mais Cartier, et d'acheter une Santos avec des diamants. Enfin, je sais même pas s'ils en font. Non, dans ce cas-là, tu Voilà. m'appelles, on met la communauté en place. Bon, une Santos, why not? Non, mais c'est au hasard. C'est vraiment au hasard. Mais Julien, ça va pas t'aller, ça. Mais voilà, c'est pour ça. Et le problème, en fait, c'est que je trouve ça dommage. En fait, c'est une certaine sécurité. En fait, je trouve ça dommage. En fait, voilà, c'est une sécurité pour moi. C'est de me dire, bon, bah voilà, Rolex, j'ai un investissement fiable et je sais que c'est quelque chose de solide. Admettons, demain, j'ai besoin pour X ou Y des études ou n'importe quoi de la vendre. Ça peut se faire, quoi. Mais donc par contre, c'est une réserve patrimoniale. Je ne sais pas si Ouais, tu as vu l'épisode en quelque sorte. de Nicolas Complètement. avec sa Submariner qui nous expliquait qu'il avait vendu ses actions et avec la plus-value, il s'était acheté une Submariner de 2000, une 16610. Ouais, je m'en rappelle. Donc toi, tu y vois donc en fait une réserve capitalistique. Ça veut dire que le chemin du collectionneur, attention, pour moi la collection ça démarre avec 2 montres, peu importe le prix. Le chemin du collectionneur, c'est pas pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, non, mais c'est complètement l'objectif à terme. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, à mon âge, c'est juste
financièrement et techniquement, je suis obligé, enfin à mon sens, de raisonner comme ça et ça me convient parfaitement. Mais par contre, sinon, dans cette gamme de prix, c'est vrai que ce qui m'intéresse énormément là en ce moment, ce sont les Speedmaster donc vintage. Donc années voilà, 60, 70 et plus, parce que c'est vrai que même déjà des années plus récentes. Ok, mais si je synthétise le truc là, donne-moi un modèle. Un modèle T'es pas sûr? Si, mais alors après la référence, j'ai pas spécialement C'est pas la grave. référence en tête, mais une Speedmaster de 68 ou 69. Ok. Ça se touche même des fois moins cher que Ok. le prix de celle-là. Là. Donc tu sais que quand on est un peu asthmatique comme toi, je pense que être spationaute, c'est déjà extrêmement compliqué, il y a peu d'élus, puis là je pense que tu es tout de suite disqualifié. Non, mais Écoute Julien, merci beaucoup, j'espère que vous êtes régalé comme moi. Si vous avez envie de participer, c'est extrêmement simple. Julien il m'a envoyé un email sur contact@dailyshoot.fr en racontant qu'il avait une Rolex Seedweller référence 116-600. Ben, vous faites comme lui, l'intitulé de la montre dans l'objet, quelques photos, qu'est-ce que vous avez envie de raconter sur cette montre, et puis si vous êtes sélectionné, eh bien, vous serez invité à venir présenter votre histoire sur Petite Montre entre amis. Allez, à bientôt. Salut Julien. merci beaucoup.